365 sur votre parc informatique, c'est-à-dire qu'on va donner plus de visibilité avec des outils tiers, et donc dans ce cas-ci Microsoft Sentinel, et on va expliquer tout au long de ces 30 minutes ce que c'est Sentinel et quelle est sa puissance et évidemment son intérêt. Donc tout d'abord, petite présentation de Computerland si vous ne connaissez pas totalement. Nous sommes présents en Belgique et au Luxembourg depuis plus de 40 ans maintenant. Notre secteur d'activité est évidemment et principalement ciblé sur le full stack Microsoft, que ce soit d'un point de vue Modern Work, Cloud Infra, Business Application et aujourd'hui sur la partie cybersécurité. Quant à moi, Quentin Biet, présent chez Computerland depuis plus de 10 ans, grand passionné de Microsoft et très addict évidemment de cette thématique. Concernant la présentation d'aujourd'hui, donc comme à chaque coffee call que l'on fait, deux grands chapitres. Un, la situation, où on va démystifier un peu le produit, ce que c'est, ce qu'il fait, et une petite démo où on va pouvoir jouer un peu avec l'outil pour pouvoir se familiariser, se dire, OK, qu'est-ce qui est pertinent, qu'est-ce qui est peut-être moins pertinent dans mon cas. Enchaînons donc sur la partie situation. Donc, comme vous l'avez certainement compris depuis maintenant plusieurs années, la sécurité informatique est un réel challenge, que ce soit pour des entreprises, mais surtout évidemment pour les équipes de sécurité, ceux qui sont au quotidien dans ces éléments-là. Pourquoi? Parce que tout produit maintenant, applications, serveurs, firewall et ainsi de suite, sont des sources de données de sécurité. Et donc, la quantité de données explose. Donc, il est très difficile, évidemment, de s'y retrouver. Les menaces sont de plus en plus sophistiquées. Évidemment, les premières menaces comme le virus Love qui était apparu dans les années 2000, évidemment maintenant proscrit. C'est un niveau de complexité beaucoup plus élevé. Et le déploiement et la maintenance doivent être de plus en plus rapides. Auparavant, les failles de sécurité liées à des mises à jour Microsoft, des mises à jour de serveurs autres, des ESX et ainsi de suite, étaient moins souvent aussi critiques qu'actuellement. Quand on le voit chaque mois, les events de sécurité qui sortent liés à des produits non à jour, avec un score de 10 sur 10. Score de 10 sur 10 veut dire que la faille est connue et est exploitée et est très simple d'exploiter depuis l'extérieur aussi. Donc c'est pour ça que lorsqu'on dit que la première défense au niveau de sécurité reste le patching, ben, c'est évidemment aussi grâce à cela. Quand on prend ce contexte de ces trois grands topics, ça mène très vite des problèmes d'alerte qui vont être non traités. Plus il y a de bruit, plus il y a de données, plus il y a de menaces, plus il va y avoir des alertes, en effet, qui seront générées par différents produits, que ce soit votre antivirus, votre firewall et ainsi de suite. Et surtout, à chaque fois qu'on va essayer de contrer, je vais dire, la menace, on va venir avec une solution de sécurité juste pour cette menace-là. Donc on se retrouve avec un tas d'outils de sécurité ou à vocation de sécurité qui ne parlent pas forcément l'un avec l'autre et qui en plus vont générer plus de bruit que de solutions. En plus de ça, je ne vous apprends rien, il est de plus en plus difficile de trouver une main-d'œuvre pertinente et encore plus dans la sécurité, raison pour laquelle on a intérêt à trouver d'autres solutions. Dans ces autres solutions, il y en a une que Computerland suit évidemment, mais qui n'est pas que Computerland, c'est la stratégie aussi de Microsoft, c'est de dire que l'humain, l'équipe sécurité, quoi qu'il arrive, elle doit être là. Ce sera toujours cette équipe qui va gérer, créer, entre guillemets, tous les besoins en termes de sécurité. Par contre, on va devoir céder, entre guillemets, de produits tiers, tels que des produits de type cloud. Le cloud, pourquoi? Parce que l'on va pouvoir interagir avec différents types de capteurs. Que vous soyez dans le commerce, dans le secteur automobile, secteur healthcare, ou une société PME avec un magasin, vous allez avoir toutes des séries de capteurs, de produits qui vous doivent parler l'un avec l'autre. Ça va de la porte d'entrée, en passant par le lecteur de badge pour pouvoir ouvrir cette fameuse porte,
tout en étant interconnecté sur le switch. L'idée, au niveau de l'intégration du cloud, c'est de dire, OK, le lecteur de badge, le switch, la porte qui s'ouvre, le système qui fait que la porte s'ouvre, tous ces éléments-là, cette traçabilité-là, doit être interconnectée pour pouvoir détecter s'il y a une attaque aussi physique qu'elle serait d'un point de vue IT. Évidemment, je n'en ai pas parlé, mais vous vous rendez bien compte, et ici depuis ces derniers mois, en tout cas, que la partie intelligence artificielle est mise à toutes les sauces. Et évidemment, l'intelligence artificielle va être aussi greffée à des besoins de sécurité, tels que analyser un comportement informatique, même humain, pour en dénicher à un moment donné un pattern qui va se dire, OK, là, il commence quelque chose, il y a quelque chose qui se produit qui va être négatif pour mon infrastructure, ou non, ce sera un faux positif. Donc l'AI va servir aussi d'un point de vue analyse de ce type-là. Quand on parle de Microsoft Sentinel ou d'Azure Sentinel, Azure Sentinel était l'ancien nom, maintenant c'est passé sur Microsoft Sentinel, on a, entre guillemets, 4 à 5 grands piliers. Pourquoi il faut ces 4 ou 5 grands piliers? Vous allez le voir tout de suite. Un, on doit pouvoir donner de la visibilité. Donc, on va collecter. Collecter quoi? Toutes des données brutes, qui sont, euh, qui sont intégrées dans le Sentinel de façon avec des API si vous avez des produits de sécurité classiques. On peut s'interconnecter à des parties serveurs directement avec des plugins, mais aussi, par exemple, à du matériel réseau grâce à un système qu'on va appeler syslog. Donc là, c'est collecter, c'est donner de la visibilité sur ce qui se passe sur mon infrastructure. Ensuite, il va y avoir l'analyse. L'analyse va se baser sur tout ce que l'on a collecté et on va en tirer une analyse comportementale des utilisateurs pour détecter s'il y a de véritables menaces et surtout pouvoir éliminer dans cette quantité astronomique de données ce qui est réellement pertinent de ce qui ne l'est pas. Ensuite, il y a ce qu'on appelle la chasse en français. En anglais, ça donne un peu mieux. La partie hunting, elle permet d'explorer toutes vos données pour suivre les éléments importants et surveiller les nouvelles activités. Ça veut dire qu'on va pouvoir, grâce à la partie hunting, se dire, OK, j'ai quelque chose qui s'est passé grâce à l'analyse, j'ai l'information. Ensuite, grâce à la partie hunting, chaque fois ce pattern qui a été ciblé par l'analyse va être analysé et va pouvoir être détecté. Ensuite, une fois qu'on a la partie analyse et hunting, si malheureusement ça va trop loin, ça va créer alors un incident. Gérer et investiguer les incidents à l'aide de graphiques et de vues chronologiques. Il est très important lorsqu'on fait une enquête de sécurité de se dire, OK, mon infrastructure est down, j'ai été cryptoloqué, ça c'est la conséquence. Maintenant, dans la gestion de l'incident, je dois savoir d'où vient le patient zéro. Qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi le cryptologue a pu être utilisé et a commencé à faire son travail? Quel est le compte utilisateur qui a lancé ce cryptologue-là? Est-ce que le cryptologue a été copié depuis une clé USB, depuis un site internet? Est-ce que c'est par un mail? Ça peut arriver. Ou est-ce que c'est par une tentative de phishing qui a été valide? Donc la partie incident et la partie vue chronologique va vraiment nous permettre de faire cette recherche du fameux patient zéro. Et le cinquième pilier, c'est pour ça que je mets toujours le dernier un peu en parenthèse, c'est la partie automatisation. On va automatiser des réponses, ce qu'on appelle des playbooks, sur l'investigation et les remédiations. Il y a évidemment des automatisations simples. Alors, j'en prends une au hasard. L'automatisation simple, c'est quoi? C'est de dire, j'ai un compte qui a été utilisé et qui a reçu une tentative de phishing. L'employé a été mettre son login mot de passe. L'automatisation, lorsque l'incident remonte dans le Sentinel, l'automatisation, ça va être quoi? Ça va être de dire de faire un reset password. Exemple très simple.
une automatisation un peu plus complexe, mais qui existe aussi, c'est de se dire, voilà, je vois une machine qui fait beaucoup de requêtes DNS sur mon infrastructure. C'est potentiellement un endroit où il y a une fuite de données qui est en train d'être exécutée. Je peux donner l'automatisation grâce à mon système syslog, par exemple, de fermer la porte du switch. Donc ça veut dire que le PC qui est branché sur cette porte-là n'aura plus accès au réseau et donc arrêtera de faire son impact. Donc tous ces éléments-là d'automatisation existent par rapport à ce qui est détecté comme incident et donc auparavant la partie analyse et hunting. Maintenant, ce qu'il faut bien comprendre, deux choses dans la partie Sentinel. Pour moi, c'est vraiment les deux points principaux, parce qu'on parle toujours de Microsoft Sentinel, et on peut réduire ça malheureusement à l'écosystème Microsoft. Donc le premier élément, c'est quoi? C'est Microsoft Sentinel n'est pas un produit réservé aux outils de sécurité de Microsoft. On le verra par la suite, mais Microsoft Sentinel se plug sur presque tout autre type de produit qui existe d'un point de vue sécurité réseau. Donc ça, c'est le premier point de démystification qui est à faire. Microsoft Sentinel n'est pas réservé que à Microsoft. Et le deuxième, c'est que la partie Sentinel repose sur une communauté d'experts d'analyse sécurité et d'experts sécurité de Microsoft. Donc ça veut dire qu'il y a des gens comme des employés de Computerland par exemple, et d'autres experts en sécurité qui viennent de chez Microsoft, qui mettent en contribution toute leur expérience de la défense des services. C'est-à-dire que l'on va pouvoir nous fournir toute une série d'éléments, que ce soit des requêtes spécifiques, en disant voilà, on a détecté quelque chose qui pour nous nous semble illégitime, que le service Sentinel ne le détecte pas encore tel quel, on le soumet à la communauté qui le fait très vite passer dans ses releases. Donc, autrement dit, on est vraiment sur une communauté de produits ici. Ça va de l'analyse à la requête, donc à la partie hunting, comme je le disais, jusqu'à la partie playbook, c'est-à-dire que la partie automatisation, on peut recommencer de zéro, mais surtout on peut recommencer en prenant simplement ce qui existe déjà sur le marché. Comme je le disais préalablement, on a une intégration en quelques clics avec les solutions Microsoft. Encore heureux. C'est-à-dire que lorsque l'on va dire à Microsoft Sentinel, je veux te donner les informations d'Azure et des systèmes de Defender for Endpoint, par exemple, là, vous allez voir, on le verra plus tard dans la démo, que ce n'est quelques clics pour pouvoir le déployer. Très simple. Par contre, il y a une liste de produits externes qui existent et dans lesquels il y a des connecteurs qui peuvent être mis en place. Alors, est-ce que les connecteurs sont gratuits? Tout dépend les types de connecteurs et le produit qui est derrière. De temps en temps, oui, de temps en temps, non, malheureusement. Et si vous n'avez pas des produits on-prem, comme je le disais, des produits cloud, comme je le disais tout à l'heure, des produits on-prem, il y a dans le pire des cas, des terminologies de type syslog et data collector qui permettent de faire une intégration de ce type-là. Autre information pertinente, c'est la possibilité d'intégrer des threat indicators, donc via Taxi ou la partie MS Graph. Qu'est-ce que c'est que la partie threat indicator? C'est tout simplement la possibilité de donner à Sentinel des informations venant de la communauté qui dit, voilà par exemple une IP qui est selon nous malicieuse. Oui, oui, on vous fournira une liste sans aucun problème par la suite. Donc ça, on pourra le faire d'un point de vue OTX sans aucun souci. Ce que l'on dit toujours avec la partie Threat Indicator, ici, c'est que ce n'est que des, des indications de potentielles menaces. Ce qui veut dire qu'il faut s'en inquiéter, mais qu'il ne faut pas donner le même poids. C'est-à-dire que pour l'instant, tout le monde n'est pas encore d'accord que cette adresse IP-là, par exemple, est une adresse IP malicieuse. Donc, il est intéressant de la faire ingérer par Sentinel pour qu'il détecte s'il y a une exfiltration de données potentielle vers cette IP-là, mais il ne faut pas lui donner le même point qu'une adresse IP qui est, elle, totalement malicieuse et que tous les services connaissent. Et évidemment, tout ce qui est API classique. Microsoft Sentinel, comme on le nomme ici, va être composé de deux éléments. On a Microsoft Sentinel et le Log Analytic. Microsoft Sentinel, c'est la console, c'est la puissance. Log Analytic, c'est le stockage. Comme dans tout,
on a parlé tout à l'heure dans la première partie de ingérer des données, de faire des connexions. Ce qui sera important du côté Sentinel, c'est évidemment le côté log analytique. Plus il a de log, plus il aura de l'information pour nourrir ses requêtes. Plus il a d'informations, plus il y aura de stockage et donc plus le coût sera élevé. Donc là, ce sera une balance à faire pour savoir ce qui est important de mettre dans Sentinel et ce qui n'y est pas. On est à l'heure actuelle plus ou moins à plus de 10 pétabytes de données ingérées par Sentinel de façon journalière, donc évidemment assez conséquent. Au niveau analytique, on a plus de 100 règles actuellement intégrées. Je pense qu'on est aux alentours, si mes souvenirs sont bons, de 400, 450 maintenant, qui ont été écrites par Microsoft et par les experts de la communauté. Donc, encore une fois, très important. On va voir dans ces règles qu'elles vont être écrites, entre guillemets, avec un certain langage, le KQL. Le KQL qui est encore une langue qui se rapproche du SQL, un petit peu, mais qui est vraiment propre à l'interprétation des données qui se retrouvent dans le log analytique. On va aussi pouvoir déclencher des alertes selon certains seuils qui seront dépassés ou pas. Donc ça, c'est les informations qu'on le citait tout à l'heure. Et surtout, une information qui est toujours intéressante, c'est que on va pouvoir détecter certaines URL malveillantes et automatiser, par exemple via un playbook, d'aller les bloquer directement dans votre Defender for Endpoints et ainsi que dans votre firewall. Donc voilà, typiquement le genre d'analyse qui peut être mise en place. Et surtout, l'idée, c'est de retrouver ce schéma d'entonnoir. C'est-à-dire que on a toujours l'impression que oui, on va interconnecter toute l'infrastructure, tous les systèmes d'information de la société, des éléments externes, des éléments internes, et ainsi de suite. OK. Ce qui va faire une quantité astronomique de données. Si on le fait de façon totalement empirique, je vais avoir des services de sécurité dans mon firewall, dans mon antivirus, dans mon anti-spam, et ainsi de suite. Tous ces éléments-là n'auront pas de corrélation. Ce qui veut dire qu'on va avoir, d'un point de vue données, on va avoir toute une série de bruits qui vont être identiques. C'est-à-dire que je peux avoir une alerte anti-spam pour du phishing qui était un succès. On voit qu'il y a une tentative de connexion depuis l'extérieur qui sera en succès. Ceci ferait par exemple 2 alertes. Or, l'idée, grâce au machine learning, entre autres, c'est surtout de pouvoir synthétiser et te dire, OK, la première alerte est liée à la deuxième qui est la troisième, pour pouvoir évidemment réduire ce qu'on appelle le bruit, et donc la quantité d'incidents, pour pouvoir tracer du patient zéro jusqu'à son impact. Alors, on va passer à la petite démo tout de suite. Je vais zoomer un rien. Voilà. Donc, Microsoft Sentinel est basé sur, évidemment, de la consommation Azure, comme je vous le disais tout à l'heure. On a dans la partie Sentinel, donc, qui est ici, toute une série d'informations sur la gauche. On va y revenir en tout cas en partie. Premier élément, si je vais dans la partie Settings, là, comme je vous le disais tout à l'heure, il est important de se dire, OK, quels sont les types de quantités que mon Sentinel doit ingérer? Donc, première question, c'est lorsque l'on fait une ébauche de pricing Sentinel, il faut savoir ce que l'on souhaite faire. Est-ce que je souhaite prendre les produits cloud, les produits réseau, les deux, les produits système avec? Et suivant les réponses à ces questions-là, on a un fichier Excel qui va nous servir pour définir la taille par jour de données qui seront ingérées par le Sentinel. Une fois qu'on a ce modèle pay as you go, donc quantité, on va pouvoir y appliquer un certain pricing de réduction grâce au pricing Azure.
Donc ça, c'est la réponse à comment ça fonctionne d'un point de vue financier. Ce n'est pas un prix par user, ce sera un prix par giga, et les gigas seront calculés, en effet, selon le nombre d'utilisateurs, de devices et de serveurs. Donc ça, c'est le petit 1. Le petit 2, dans la partie Data Connector, on va voir ici qu'il y a actuellement 127 connecteurs de données. Connecteurs de données, ça va être en effet les différents produits externes et internes à Microsoft qui vont pouvoir être interconnectés. Je vais y arriver, pardon. Donc, si vous avez lu Palo Alto, vous pouvez l'interconnecter. Si vous préférez Cisco, même principe, on peut avoir des éléments directement connectés dessus. Ensuite, vous avez évidemment les produits Microsoft qui peuvent être connectés. Et dans mon cas, il y en a 2 qui sont connectés. Azure Active Directory et Azure Activity. Si je vais sur la partie Azure Activity, Open Connector, on voit les prérequis qui sont nécessaires et on voit le statut de connexion. Je vais reprendre un autre, par exemple. On va prendre un au hasard. Voilà. Donc ici, il me dit tout simplement, voilà, si je voudrais intégrer le Data Connector Azure Active Directory Identity Protection, je dois avoir des accès sur le Workplace, donc la partie Sentinel, et 2, avoir des permissions supplémentaires sur le tenant pour pouvoir le faire. Dans mon cas ici, je n'ai pas les accès nécessaires pour pouvoir l'activer, ainsi que le niveau de licence nécessaire. Donc, il est assez simple, je vais dire, de pouvoir activer des produits de ce type-là sur la partie Microsoft. Je prends la partie Defender for Identity, autre produit, même constat, il me faut les licences et il me faut des accès. Donc, ce qui veut dire que demain, si j'ai un souhait de faire, par exemple, intégrer mon firewall interne qui est du checkpoint à mon infrastructure, ok, je vais dans checkpoint, je fais Open Connector Page, et là, il me dit le workspace est bon, j'ai les keys, et puis il me dit ok, voilà ce que je dois faire. Sur mon infrastructure locale, je dois créer une machine virtuelle, qu'elle soit en on-prem, en Azure ou dans le cloud. Ensuite, je dois y installer le data collector, enfin le CEF collector sur la machine Linux. Je suis vraiment pas doué en Linux, donc qu'est-ce qu'il fait? Il me génère automatiquement le fichier d'installation de comment ça fonctionne. Voilà. Et d'un point de vue checkpoint, évidemment, il y a des prérequis à faire aussi. Et là, il me dit ce qui doit être fait. Donc, l'idée, c'est de pouvoir donner des guidelines pour pouvoir interconnecter le matériel local avec la partie Azure. OK, ça, c'est le premier élément. Ensuite, on va aller du point de vue analytique. Et là, qu'est-ce que j'ai d'un point de vue analytique? C'est des rules, des éléments que j'ai mis en place pour qu'ils puissent détecter. C'est-à-dire, si quelque chose se présente, OK, génère-moi une alerte. OK, on va aller voir ce qui est mis en place. S'il veut bien. Donc, edit. Voilà. Donc là, qu'est-ce que l'Analytic Rules est en train de me dire? C'est de dire tout simplement, voilà, si un utilisateur modifie les règles de Conditional Access Policy en déant les 14 jours, c'est potentiellement un threat actor, donc quelqu'un de malicieux, génère-moi une alerte. Donc ça, c'est évidemment dans quel but? Alors, il y a 2 grands buts de cette rules analytique. La première, c'est de dire, OK, j'ai une équipe qui gère la partie sécurité, j'en ai une autre qui gère le quotidien de l'IT. L'équipe sécurité met une baseline au niveau des accès conditionnels, donc c'est-à-dire l'accès à la partie cloud, Office 365, Azure et ainsi de suite. Et j'ai le quotidien dans l'équipe support. L'équipe support reçoit un ticket disant, voilà, Quentin part en vacances à l'étranger, il a besoin d'accéder à son infrastructure, pays qui est par défaut bloqué. Okay. L'équipe support va faire une rules permettant à Quentin de pouvoir accéder à ses mails quand il est à distance. Okay.
Qu'est-ce que la partie Analytic Rules va dire? C'est, ah, tiens, il y a Jonathan qui fait partie de l'équipe support qui a créé une règle d'accès conditionnel qu'il a modifiée. Et donc, ça génère une alerte. Est-ce normal? Donc là, l'équipe sécurité va dire, oui, OK, il est parti en vacances, il en a besoin, pas de souci. Puis il y a le côté négatif qui pourrait arriver, c'est de dire, OK, quelqu'un a une tentative d'accès de type phishing qui est en succès, OK. Ça veut dire que l'acteur malicieux a reçu le login et le mot de passe de cet utilisateur-là. Il va pouvoir se connecter et essayer de faire un mouvement latéral. Mouvement latéral qui va te dire, OK, il va essayer de détecter quel est l'utilisateur qui a le plus haut niveau de droit dans l'infrastructure pour pouvoir faire une action. Une fois qu'il l'a trouvé, il se connecte avec le compte grâce à ce fameux mouvement latéral et va aller changer les règles d'accès conditionnel pour pouvoir lancer son attaque plus simplement. Donc, le type d'analytic rules permet, de tracer des changes de votre infrastructure, et donc ça peut être intégré totalement dans votre change management, mais il y a aussi le besoin de dire, comme on est dans le modèle Zero Trust, tu fais confiance mais vérifie. Est-ce qu'une modification de sécurité qui est faite par n'importe qui d'un point de vue infrastructure peut être accessible comme étant une sévérité de type high, medium ou low? Voilà, ça c'est à nous qu'allons détecter cette partie-là. Ensuite, comme je vous l'expliquais tout à l'heure, il y a un certain langage qui va être utilisé. Et donc ça, c'est typiquement la requête en KQL qui est générée pour pouvoir générer cette alerte. Ensuite, il va détecter qu'il y a un incident, je peux envoyer des mails et ainsi de suite. Et puis, il y a la fameuse Automation Response. Et là, je vais pouvoir dire, créer un ticket dans Jira, génère un incident dans la partie Teams en envoyant un message. Donc ça, c'est un peu les messages automatisés, mais il y a aussi la partie réponse. Réinitialise le mot de passe de telle personne, encore une fois. Et là, le review et l'update. Ici, je n'ai rien modifié, donc je ne vais rien changer. Alors, la partie watchlist. Donc, je vais plutôt revenir sur la partie Threat Intel et la partie Mitre Attack. La partie Mitre Attack va me donner, entre guillemets, par rapport à mon infrastructure, tous les éléments de compromission qui sont potentiellement utiles. Donc ici, j'ai une exécution de script et ainsi de suite. Donc ça, il va scanner ce qui se passe sur mon infrastructure. La partie Threat Intel, donc la fameuse partie de Threat Indicator. Donc là, je vais pouvoir aller nourrir l'infrastructure avec, par exemple, des éléments venant du Cyber Belgium Defense. Voilà, on peut se connecter au Cyber Defense de Belgique et aller nourrir les infrastructures ici. Et pour la partie dashboarding, il y a aussi évidemment la partie workbook qui peut être mis en place parce qu'il est évidemment toujours important de voir ce qui se passe dans mon infrastructure. Donc là, si je vais sur la partie Azure Activité, View Template, par exemple, là, voilà, il me génère un dashboard directement avec les données en disant qu'est-ce qui se passe dans mon infrastructure d'un point de vue Azure Active Directory. Voilà. Donc ça, c'est typiquement ce qui existe nativement d'un point de vue Sentinel. Je ne vais pas m'étendre plus sur la partie démo aujourd'hui. Je vais revenir sur la partie slide, parce que je vois que le temps file déjà. Avant de passer à la partie questions, et donc j'espère à la partie réponse, il y a différentes choses que je voulais cibler ici. La première, c'est de dire Sentinel peut être utilisé pour 100% de vos besoins de sécurité, mais peut être aussi utilisé pour les premiers besoins. Donc, vous le savez, si vous connaissez Computerland déjà, si vous ne connaissez pas très bien Computerland, on fait un event sur le support, sur nos contrats de support bientôt chez Computerland où on aura l'occasion d'en rediscuter, mais nous avons
créé avec l'équipe différents packages de sécurité. Notamment, j'en prends un pour illustrer, qui est un package de sécurité sur la partie identité. Ce package de sécurité sur la partie identité applique évidemment toute une série de bonnes pratiques, mais vous vous rendez bien compte qu'il nous faut des parties alerting, incidents et ainsi de suite. Ces éléments-là sont gérés avec Sentinel. Donc, pour des besoins même très ciblés, Sentinel peut être déjà une partie de la réponse dans vos besoins. Voilà, je voulais juste expliquer un peu le Sentinel, comment il faut le placer dans le full scope, mais aussi dans les besoins spécifiques. Et je vais regarder donc maintenant la partie questions. Pouvez-vous fournir la liste des produits? Oui, connectable. Bah, il y a donc la liste que j'ai montrée tout à l'heure. On reviendra dans un mail par la suite avec l'URL générique où il y a tous les produits connectables. Et attention au coût de trafic aussi. Alors, oui et non. Je vais l'expliquer autrement. Dans Azure, il y a un grand principe, c'est que tout ce qui est... Il y a deux éléments qui coûtent cher. Qui coûtent plutôt. Le premier, c'est toutes les données qui doivent être ingérées. Donc, c'est le stockage. Donc, ça, c'est le principe de log analytique. Ensuite, il y a un autre principe qui est dans la partie réseau. C'est la partie Skykick, pardon. C'est la partie log analytique. Donc, on va envoyer des informations dans le cloud. Le cloud, que ce soit Microsoft ou Amazon, par exemple, a un grand principe, c'est tout ce qui rentre n'est pas facturé. C'est tout ce qui sort qui est facturé. Donc, tout dépend le type de flux qui seront utilisés. En effet, la partie coût de trafic sera à prendre en compte dans certains cas. Et concernant avec votre partie, donc Trellix, SkyHight, ben, évidemment, tout ça, ce sont des connecteurs qu'on va pouvoir interagir et intégrer dans la partie Sentinel. Et est-ce qu'il y a une version on-prem? Non, Sentinel n'est qu'un seul produit cloud. Donc ça, c'est important. Par contre, l'intégration de Sentinel avec des produits on-prem, comme je l'ai exprimé tout à l'heure, est tout à fait possible. Donc là, on va avoir, que ce soit par API, connecteur ou avec des agents de connexion, quoi. J'ai oublié le nom, le syslog, voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Et s'il n'y a pas d'autres questions, on se fera un plaisir donc de renvoyer les informations Muriel. Je fais une petite note ici. Et si vous avez la moindre question sur ces besoins-là, n'hésitez pas à nous contacter pour de plus amples questions et surtout pour qu'on puisse cibler le discours dans vos besoins spécifiques. Voilà. Je vous souhaite à tous et toutes une excellente journée et merci d'avoir participé à ce Coffee Call.